Bonjour, je suis absolument ravie d'être là pour modérer ce mini-débat qui est organisé autour d'une note sur le sujet de la distribution d'optique médicale et les complémentaires santé. Cette note, elle a été faite par Daniel Herrera et Lila Pastré. Daniel est donc là avec nous et le débat va s'organiser entre lui et Jean-François Tripodi, qui est un grand professionnel du sujet. Alors, cette note, c'est ce qu'on appelle en jargon chez nous une GovReg note. C'est dans le cadre de la chaire gouvernance et régulation, on a décidé d'organiser ça avec des formats ramassés sur des questions ciblées, présentes dans le débat public et en essayant de proposer d'éclairer les enjeux à partir des travaux de recherche. Et là, on est dans un sujet qui est à l'intersection, en fait, de questions de santé publique, de concurrence et de régulation. Et vous allez voir que, par-delà les résultats, il y a aussi beaucoup de questions qui restent et donc pas mal de choses à faire pour l'avenir. Alors, Daniel Herrera, Daniel a obtenu son doctorat à l'École d'économie de Toulouse en 2015. Depuis septembre 2018, il est professeur assistant à l'Université Paris-Dauphine et ses intérêts de recherche se situent à l'intersection entre l'économie de la santé, l'économie de l'environnement et l'organisation, et les questions de l'économie industrielle empirique. De fait, le lien entre tous ces sujets, et c'est la combinaison d'une modélisation théorique solide avec des analyses empiriques robustes qui a d'ailleurs donné lieu pour Daniel à beaucoup de papiers, dont un publié dans une revue d'économie de premier plan. Lila, qui l'a accompagné dans ce travail, est une formidable étudiante, qui était une étudiante de Daniel, diplômée du CEPS-PSL en économie. Elle étudie actuellement en sciences sociales à Normal Sup, où elle s'intéresse aux dispositifs numériques de démocratie participative. Et elle a été stagiaire dans la chaire et a contribué largement à ce travail. Pour en discuter, nous sommes très heureux d'accueillir Jean-François Tripodi, directeur du réseau Carte Blanche pendant les 12 dernières années, qui, arrivé en mutualité par pur hasard en 1984 pour informatiser la mutuelle du Midi, en fait, toute sa carrière s'est déroulée dans le monde de la santé et souvent en lien avec les acteurs de ce monde de la santé. Il a fait un peu tout autour de ça, mais beaucoup autour des questions de service. Mais il a aussi travaillé dans le conseil. Et depuis 2010, il a pris la direction générale d'une plateforme de services qui s'appelle Carte Blanche Partner. Et depuis, il l'a fait largement développer. Il vient de prendre sa retraite et c'est une bonne... On est ravis de pouvoir comme ça l'avoir avec nous. So there are 5 key players in this market. With more than 35,000 members, the first key player is the healthcare professionals, so this opticien lunetier. So to be an opticien lunetier, you require a specific degree. And the role that they play is that of setters and advisors in providing eyewear. They can operate independently or have a membership within a group. The share of independent glass eyewear professionals has decreased significantly over the years, but remains relatively high, so there has been a little bit of concentration. The second key player operate in the upstream market. That is, these are the players who will sell the eyewear material to the eyewear stores. With few players having most of the market shares, this part of the market is rather concentrated. Now, the next players are the customers. So in fact, 7 out of 10 individuals older than 20 years old in France use some sort of eyewear, and this proportion is still on the rise. Finally, the other 2 key players are on one hand the national and private health insurances, and on the other, the healthcare platform. One of the features of the French eyewear market is how this reimbursement is spread over the public and the private health insurances. So typically, the French public health insurance is well known in the world because it usually covers a very decent amount of healthcare costs. In the eyewear market,
this is not the case, or at the very least until very recent events. The reimbursements are mostly left to the patients or the patient's private health insurances. Another feature that is pretty relevant in the private health insurance is the coverage for the eyewear, which varies substantially from one firm to another and even within one specific firm. So this seems to be a key strategic variable for competition between the different health insurances. And finally, another potential strategic variable is the ability to propose to enrollees access to healthcare platforms, along with the size of this network of the healthcare platforms. One of the roles was to provide a contact between the healthcare professionals, such as the eyewear stores, and the customers. And to this end, the healthcare platforms are going to provide customers with geolocalization of the eyewear stores that are members to that platform. In fact, this allows the platforms to make more visible the healthcare professionals to the customers, hence increasing the customers' base. There are, of course, many other services that are provided by these platforms, but I think the key one is that the platforms actually provide a substantial reduction in the costs of acquisition of the different glasses that the eyewear professionals can purchase. Now, some of the benefits of this reduction in cost of the glasses is passed on to the customers in a form of reduction of the prices. So as healthcare professionals can belong to different healthcare platforms, a natural question that arises is to what extent these platforms are going to be substitutes from one to another. And so this is a research question that I'm currently developing within the frame of this research. Merci. Merci beaucoup. C'est maintenant le moment de donner la parole à Jean-François Tripodi pour réagir non seulement à cette synthèse, mais à la note qui est évidemment plus importante que la synthèse rapide que nous venons d'avoir. Bonjour à tout le monde, rebonjour à ceux avec qui j'ai déjà échangé, et surtout un grand merci de me permettre de participer, de réagir à cette présentation. Tout d'abord, et sans faux semblant, je crois que j'ai une réputation sur le marché de l'assurance, je dis ce que je fais ce que je dis, je n'ai pas de langue de bois, donc c'est ce que je continue à faire. D'abord, félicitations aux auteurs, parce que vous êtes deux, mais vraiment félicitations à Daniel, parce que c'est un secteur économique qui compile tellement d'interactions de niveaux différents qui apportent une très grande complexité. Je les liste très rapidement pour qu'on ne les oublie pas. L'industrie, de la PME française jusqu'à la multinationale, leader mondial, en passant par de la délocalisation en Chine, la distribution de détail, du petit indépendant à la centrale d'achat ou à la coopération ou à des grands mastodontes étrangers qui ont acheté des anciennes complètes en France. On parle de produits de santé, mais aussi de consommation courante. Normalisation par le gouvernement, financement par l'assurance maladie et l'assurance complémentaire de santé, qui de ce fait essayent de réguler. Donc une réelle complexité de compréhension qui est un marché opaque. Pour l'optique, c'est difficile à dire, mais c'est vrai, c'est la réalité, c'est un marché opaque. Et que je pense que pour un chercheur comme vous, ça demande énormément de temps et de recoupement d'informations dont la qualité est des fois difficile à évaluer quand on n'est pas du secteur. Et c'est peut-être pour ça, je veux faire jouer la transition à l'assurance santé, que les assurances santé ont décidé il y a une vingtaine d'années de créer des plateformes de services et il fallait des experts. Bon, j'ai eu la chance d'être un des premiers à l'avoir fait, et donc on a appris avec le temps. Moi, je vous cache pas que pour que moi-même et mes équipes en apprennent à l'époque, notre entreprise sous carte blanche, pendant 3 ans, nous avons fait que analyser des devis. Et rien que ça. Pour essayer de comprendre comment ça marchait. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose de très complexe et interdit. Donc, voilà, je vous renouvelle mes félicitations parce que c'est déjà un beau travail et qui va venir sur plein d'autres choses derrière. On pourra en reparler. Je me suis permis donc de zoomer sur quelques points très rapidement et je vois bien sûr, il faut faire de grands signes si je parle trop parce que je parle beaucoup. Le nombre de points de vente d'opticiens, c'est vraiment un peu marquant en France et qui
qui est le révélateur de la situation. Il y a trop d'opticiens en France. C'est la faute des mutuelles. C'est ma faute quand je dirigeais les mutuelles. Pourquoi? Parce que on a augmenté les tarifs de remboursement, les prix ont augmenté chez les opticiens, c'était la boucle infernale. Et à un moment donné, les opticiens vous vous rendez compte qu'on a plus d'opticiens qu'aux États-Unis. En ratio population, on en a plus qu'en Allemagne. Et plus en nombre brut qu'aux États-Unis. Enfin, c'est une aberration totale, quoi. Voilà. De ce fait, ça force la rentabilité de la boutique. Vous savez qu'un opticien arrive à vivre avec 2 ou 3 ventes par jour. C'est la réalité, on le constate. Hein. Donc voilà, c'est pas normal. Un magasin ne peut pas vivre normalement avec 2 ou 3 ventes par jour. Sauf s'il vend des Rolls, il en vend 2 ou 3 par an, et c'est bon. Et c'est pas le cas de l'optique. Donc il y a quand même quelque chose qui est faussé, quoi. Et c'est ce qui a créé finalement les réseaux de soins. Hein. On a compris qu'il fallait arrêter ce cercle infernal. Voilà. Vous mettez en avant à un moment donné la constance du secteur. Alors effectivement, il y a quelques nouveaux entrants qui sont arrivés, mais qui sont pas dans un effet de rupture. En fait, c'est un des rares secteurs qui résiste au e-commerce. Le seul point qui marche aujourd'hui dans le e-commerce, c'est plutôt de l'attractivité par l'Internet, mais on va chercher son produit chez l'opticien. On a besoin du contact physique, ça ne marche pas. Il n'y a aucun site Internet qui a réussi à faire des ventes de lunettes par Internet. Les lentilles, oui, c'est pas pareil les lentilles, hein. On parle bien des lunettes. Voilà. En revanche, il y a d'autres trucs, il faut faire attention. Le leader allemand arrive sur le marché français discrètement, aujourd'hui pas sous sa marque, donc il faut le savoir. Si on ne connaît pas, on ne sait pas qu'il est déjà en France. Il n'est pas en rupture, il a le même modèle, mais il a un modèle d'organisation, de distribution, de méthode commerciale très agressive qui pourrait faire mal au marché français. Je pense qu'en revanche, pour l'avenir, ce qui va changer, c'est le modèle même des lunettes. Aujourd'hui, les lunettes corrigent, elles ne guérissent pas. C'est quand même bien prendre en compte. La myopie est une pandémie mondiale, hein, on le sait. Hein, elle arrive en Europe, en Asie, elle est déjà largement déployée. Et il se trouve que les 2 leaders mondiaux, Essilor et Oya, Essilor français et Oya japonais, donc, ont tous les 2 trouvé des modèles de verre qui soignent la myopie pour les jeunes enfants. Il faut porter très jeune. Et ça soigne la myopie. Et je pense objectivement que c'est peut-être la vraie rupture de l'optique médicale. C'est de ne pas corriger, mais c'est soigner. Et je ne parle pas de lentilles encore plus complexes, etc. Je ne limite que ça. Donc, je dirais que voilà, c'est vraiment quelque chose auquel il faut faire attention là-dessus. Autre point, alors je l'ai dit, la complexité du secteur est aussi portée par les données disponibles. Il n'y a pas d'entente dans le partage de données entre l'assurance obligatoire et l'assurance complémentaire en santé. Il n'y a pas d'accord entre les verriers et les distributeurs, dont les données sont très parcellaires. La seule qui est un petit peu juste, c'est GfK. Et bien, le GfK reconnaît qu'en optique particulièrement, ils sont incapables d'avoir la finesse qu'ils ont dans les autres secteurs. Et de ce fait, il est très facile, et je vous l'avais dit auparavant, hein, de tomber dans des pièges. Et par exemple, les fameux 10% de non-accès aux soins pour des questions financières sont faux. Ce n'est pas vrai, c'est pas 10%, c'est autour de 2 à 3%. Quand on compile bien toutes les données qu'on arrive à avoir, mais les données officielles donnent ces chiffres-là, parce qu'ils n'ont pas toutes les informations, quoi. Ils n'ont pas l'information détaillée de ce que peut fournir l'assurance maladie complémentaire. C'est bien pour ça que l'assurance, le 100% santé a un effet quasiment nul sur l'optique. Hein. Il améliore un petit peu la connaissance des contrats aidés par la communication, qui font qu'ils savent de ce fait mieux qu'avant qu'ils peuvent accéder à des lunettes gratuites, entre guillemets, c'est pas gratuit, mais ils ne le payent pas, c'est du tiers payant. Mais ça n'a pas augmenté. Donc globalement, les chiffres nationaux sont, là je parle en tant qu'ancien président de l'association des réseaux de soins, on est à peu près à 2,5% des achats, ce qu'on avait tout estimé dans ces eaux-là, hors contrat aidé, et là on montera à 7% et pas plus. La surpopulation des magasins d'optique dont j'ai parlé tout à l'heure, vous en parlez dans votre dossier, je ne fais que reprendre ce que vous avez dit et essayer de donner quelques arguments, entraîne un dysfonctionnement. Et la fraude, vous l'avez mis en avant, la fraude. Alors, il y a 2 types de fraude. Hein. Il y a une fraude donc, que vous mettez en avant, qui est une fraude qui n'est pas l'escroquerie, c'est
augmenter le panier acheté d'une manière arbitraire et pas utile médicalement. Voilà. Vous avez besoin de verres qui coûtent 100 euros, donc vous avez droit à 300 euros, je vais vous en mettre pour 300 euros. C'est une fraude, mais difficilement. Les réseaux ont limité cela, puisque les réseaux de soins, 50 millions de personnes aujourd'hui, bloquent des tarifs plafonds par catégorie de verres, donc cela est limité. Alors moi, j'ai une vraie fraude, qui est une escroquerie, moi, qui m'a valu des procès que j'ai gagnés à chaque fois, à toutes les instances possibles. C'est vraiment des escroqueries. C'est-à-dire, l'opticien met sur la facture sur le devis un verre haut de gamme Essilor, par exemple, et va vendre un verre indien qui coûte 4 ou 5 fois moins cher à l'achat. Le porteur est incapable de voir la différence. Il s'en rend compte quelques temps après, le verre va s'user, etc. Mais à la sortie du magasin, il en est incapable. Le réseau de soins, attention, le réseau de soins, on ne joue pas sur le remboursement. C'est pas notre métier. Ça arrive à la marge. La vraie activité de réseau de soins, c'est baisser le prix de vente. Et c'est pas jouer sur le remboursement. Les centrales d'achat, point très important parce qu'ils captent une grande partie de cette énorme marge qu'il y a en optique. Énorme, titanesque. Rien que par la gestion de flux informatique, ils captent entre 5 et 8% de la marge. C'est titanesque, hein. C'est un bon métier. Moi, si j'avais su, il y a 20 ans, j'aurais créé une centrale d'achat. Hein. J'ai appris il n'y a pas longtemps, ça. J'ai appris il y a 4-5 ans quand on a commencé à fabriquer des lunettes. Hein. Mais nous, on le fait sur mode associatif. Et on le faisait avec carte blanche, je le fais sur mode associatif, donc on ne fait pas de marge. Voilà. Et bon, je voudrais juste attirer votre attention pour finir, pour rester sur les réseaux de soins. Vous avez conclu sur le réseau de soins, je conclue là-dessus. Si vous faites la comparaison, enfin, si vous faites un travail sur le réseau de soins qui est le seul organisme de régulation de l'optique, la Sécu ne le fait pas, la DGCSF est incapable de le faire. Moi, mes équipes ont formé d'inspecteurs de DGCSF, vous voyez tout en année, quoi. Donc, ils sont capables. Faites attention à bien comparer les catégories de réseau de soins, réseau ouvert, réseau fermé. C'est deux modèles différents, sous le même nom, c'est comme une voiture, deux chevaux, une Rolls. Voilà, donc c'est deux choses différentes, il faut vraiment comparer ces choses-là. Et à ce titre-là, je recommanderais de contacter mon successeur, le président de l'association, qui sera parlé pour l'ensemble des réseaux et pas pour un seul, parce que ça peut être faussé de ce fait. Voilà. J'ai essayé de tenir le timing. Parfait, bon, merci. Daniel, à toi. Mais, Monsieur Tribaudy, merci beaucoup pour ces commentaires. Donc, d'abord, je prends 2 secondes pour dire que le travail qu'on a réalisé, je pense que le travail, c'est beaucoup de travail qui a été fait aussi par Lila. Comme l'a dit Joël, elle est une excellente étudiante et du coup, j'ai eu la fortune de travailler avec elle sur ce projet. Mais donc, je pense que initialement, l'objectif justement de cette note, c'est de rentrer dans un univers, comme vous l'avez bien dit, pour quelqu'un qui veut faire de la recherche en économie sur ce marché-là. Alors, la première motivation, c'est, en fait, on a réalisé une petite recherche. Il n'y a pas beaucoup de choses dans cette littérature, mais si on se focalise dans la littérature de l'étude de ce marché, en général, il n'y a presque rien. Il y a quelques études aux États-Unis, mais en France, il y a, bon, je pense que pas beaucoup, ou sinon, rien du tout. Alors, je pense que vous avez mentionné plusieurs choses auxquelles on s'est bien rendu compte en faisant cette étude. D'un côté, l'accessibilité aux données, c'est vraiment très, très, très difficile. Alors, ici, on parle on veut se focaliser sur l'étude des potentiels impacts des réseaux de soins, parce qu'on croit vraiment, en fait, qu'il y a un impact vrai des différents réseaux de soins. On voudrait vraiment le quantifier, mais du coup, il faut avoir des données pour ça. Alors, bien évidemment, il y a des manières possibles pour essayer d'obtenir des différentes données, soit avec des données publiques, soit avec des données qui sont publiques, mais avec un accès qui est limité. Ça aussi, c'est possible de le faire. Mais du coup, je pense que c'est une vraie problématique. Pas uniquement de l'analyse des données de, par exemple, les optiques, mais la base de la base, c'est l'étude des comportements des consommateurs / patients qui vont acheter leurs produits. Donc, c'est vraiment très difficile de comprendre. Et c'est vraiment là où je pense qu'il faut vraiment bien comprendre. Si je peux me permettre, il n'y a que 2 acteurs qui répondent à vos critères. C'est les distributeurs, les chaînes d'optique.
qui ont la donnée sur leurs clients et qui savent comment aller vendre plutôt tel verre ou telle monture à telle typologie de client, et les réseaux de soins. Mais ce sont deux ennemis. Donc, ils ne vont jamais partager des informations. Donc, à un moment donné, il faut arriver à trouver des modèles, justement, de partage d'informations anonymes. Moi, je sais que j'avais commencé à faire ça avec l'adresse. Puis le patron d'adresse a changé, il n'a plus voulu parler comme les gens en santé, donc il a arrêté de parler, quoi. Mais voilà, peut-être que, justement, à un niveau universitaire, vous pourriez avoir cette capacité à la fois de transparence et de confidentialité et capter les infos des deux côtés, quoi. Ça me semble faisable, difficile. Je ne vous cache pas difficile, hein, mais faisable. Difficile. Oui, j'avoue, j'imagine que c'est un peu difficile. Donc, pour l'instant, l'angle d'attaque, c'est utilisation de données publiques. Je pense qu'on peut faire quelque chose. Alors, du coup, là, ce qu'on va faire, c'est en fait analyser avec un point de vue d'économétrie empirique, puisé sur l'organisation industrielle, que c'est justement le challenge. En fait, toutes les données pour lesquelles on veut avoir ces données qui sont privées. Donc, on a trouvé des manières pour étudier des données qui sont publiques, mais qui nous permettent au moins de dire l'impact de, par exemple, les réseaux de soins dans ce marché. Donc, l'idéal, ça serait d'utiliser des données publiques pour ensuite, peut-être, essayer de comprendre les différents vecteurs. Elle n'existe pas. Je ne veux pas vous démoraliser, mais il n'y a aucune donnée publique qui permet d'analyser l'impact des réseaux de soins. Même GfK, il faut savoir que GfK, qui est le seul organisme qui fait quelque chose d'à peu près correct, ne sait traiter que ce qu'il appelle les sorties de caisse. C'est-à-dire, c'est le ticket de caisse qui sort et sans savoir quelle est la typologie du client. Donc, GfK ne sait pas si c'est une mutuelle, une vente à réseau, en réseau, ce qui force les tarifs de GfK. Franchement, c'est une tâche énorme. Si je peux me permettre d'intervenir, pas forcément en modératrice, nous avions aussi essayé, parce qu'en réalité, nous travaillons ensemble sur un projet plus large avec Daniel, de voir s'il était possible d'avoir les données de tous les réseaux de soins, parce que comme vous le dites, ils ne sont pas les mêmes. Donc si on veut voir les effets, on ne peut pas s'arrêter à un seul, on risque d'être biaisé, et justement même pas d'évaluer la différence. Et là aussi, alors on ne vous a rencontré que sur le tard, mais on n'a pas réussi. Enfin, je veux dire, et à mon avis, là je parle en académique, mais aussi en observatrice, c'est une erreur de la part des réseaux de soins, parce qu'ils ont, comme les complémentaires santé, ils ont des acteurs qui voudraient les voir disparaître, et ils auraient plutôt intérêt, au fond, à montrer, à rendre possible l'évaluation de ce qu'ils apportent à la collectivité. Mais potentiellement, effectivement, avec l'association qui a été créée il y a plus d'1 an et que j'ai présidé dans le fondateur, c'est maintenant faisable. C'est-à-dire que l'association est maintenant capable de fournir directement des données consolidées sans fournir les données de chaque réseau. Si vous regardez les communiqués de presse, quand j'étais président, donc j'ai émis quelques communiqués de presse avec des chiffres consolidés. Ça me semble faisable. Daniel, qui est un très très bon utilisateur des données de masse, je suis sûr, en ferait son miel si à l'issue de ce mini débat, il y avait moyen je parle pour toi, Daniel, oui, absolument. Et je pense que le gros de l'investissement ayant été fait, ça serait quelque chose d'assez intéressant si vous pouviez nous y aider. Mais je ferai mon possible, promis. Merci. Non, mais de toute manière, je pense que l'idée qu'on a derrière, en fait, c'est analyser les données qu'on a, les données publiques qu'on a, c'est des données de la localisation des optiques en France. Ça, c'est complètement public dans le domaine. Ce qui est difficile, c'est de faire le lien entre quelle optique fait partie de quel réseau. Et ça, c'est un travail dur, ardueux, mais possible. Et l'idée, en fait, c'est de voir... Et un réseau de soins, c'est vous donner ça facilement. Bon. Carte blanche, donc, que je dirigeais, 7700 opticiens, non pas tous, une belle bonne partie. Carte blanche, c'est exactement à quelle centrale d'achat de coopérative il appartient, l'opticien, même s'il n'est pas nommé, mais les indépendants, les réseaux savent tout sur les opticiens. Compris leur chiffre d'affaires. Ça sera génial. Mais bon, si on doit le faire à la main... ça va être plus long.
mais c'est faisable. Les réseaux de son ont un avantage, c'est que quand vous l'avez dit, qu'est-ce que c'est? On est des enfin, je dis, excusez-moi, j'ai du mal encore à parler au passé, hein. Mais un réseau de son, c'est l'apporteur d'affaires. Il ne faut pas se leurrer. C'est ça, l'optique. Hein. Donc, quand ton carte blanche fait gling-gling, 12 millions de personnes, tu veux venir chez moi, l'opticien? L'opticien, il remplit tout le questionnaire. Hein. Et il oublie toutes les contraintes parce que le sont acceptables, bien sûr. Si c'était inacceptable, il dirait non. Et ça, c'est le jeu de savoir où il faut s'arrêter, quoi. C'est fait, les réseaux de son, des informations significatives que peu et que l'État n'a pas. Et que l'État n'a pas. Quoi. En effet. Mais personnellement, je pense que, et professionnellement, je pense que l'étude de ce marché, toutes les forces d'un côté de concurrence, mais aussi de régulation, la possibilité de faire des évaluations d'impact dans ce marché, c'est vraiment très intéressant d'un point de vue économique, académique. Surtout que le marché, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais vous avez peut-être vu donc, la fusion Essilor-Luxottica. Donc, deux leaders, le leader mondial et le co-leader, qui sont deux à peu près pareils, Luxottica et un autre, en fabrication de montures. Donc, Luxottica et Essilor ont fusionné dans un groupe qui devient titanesque. Et là derrière, alors c'est rigolo parce que l'autorité de la concurrence européenne m'a auditionné là-dessus, parce que c'est normal, hein, ils auditionnent des gens comme moi. Et j'avais dit, mais je crois que je ne suis pas le seul, la fusion c'est pas bien grave, le risque allait arriver s'ils commençaient à acheter des secteurs de la distribution. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont acheté le groupe AL, qui dans le monde entier est présent, et en France, à Gérald Optique et Grand Optical, qui doit avoir 700 ou 800 magasins en France. Quoi. Donc là, on a maintenant un fabricant d'optique et de lunettes qui a un des plus grands réseaux français à sa disposition. Mais pardon Daniel, je te prends la parole une seconde. Ce que j'ai trouvé terrifiant, Monsieur Tripodi, dans ce que vous avez dit, c'est que ce qui est au cœur de la justification de la politique publique, c'est-à-dire le non-accès, en réalité, ne représente pas du tout l'incroyable effort de régulation qui a été mis en place. Tout à fait. Et il y a quand même quelque chose d'assez terrifiant. Entre 10% et 2%, si je prends les deux chiffres, c'est clair qu'on ne fait pas la même politique publique pour 2% et pour 10%. Ça ne veut pas dire qu'on n'en fait pas. Pour être très clair et rentrer peut-être dans un détail très personnel. Voilà, je vais être très clair, je vote Macron, je suis adhérent, voilà, pas de souci. Mais ce qui n'empêche que, l'histoire c'est quoi? C'est campagne du candidat Macron. Le candidat Fillon annonce quelque chose sur la Sécu, Macron, sur le remboursement d'optique, etc. Macron avait rien du tout à Véran. Il n'avait pas prévu. Macron, un matin, il s'est levé, il a dit, j'exagère, hein, mais il faut faire quelque chose, et il voulait rank 0 pour tout. C'est l'équipe Véran avec Stéphane Le Bouleur qui a raisonné et a dit non, on ne peut pas sur tout, il faut le faire que sur l'optique d'Inter l'audio. Il a accepté. Et ça a été une négociation, je peux vous dire, parce que l'impression, je la voyais de loin. Avant le congrès FNMF, où le président clôture toujours le congrès, il fallait que le président nouvellement élu annonce le 100% santé. La négociation s'est arrêtée dans la nuit de la veille, et la négociation n'était pas celle du matin. Moi, j'ai suivi de loin, parce que j'étais expert pour une des fédérations, les négociations. Je peux vous dire que ce n'est pas les mêmes choses qui ont été accordées que ce qui était... Voilà, c'est la politique pure. Il fallait faire une annonce politique forte. En optique, ça ne sert à rien. En dentaire, ça sert beaucoup. En audio, ça sert énormément. Écoutez, en tout cas, bon, on va arrêter nos 30 minutes, mais ça confirme notre premier résultat global que nous avions eu sur ce travail sur la régulation des complémentaires santé, qui est que, les complémentaires santé devraient vraiment travailler sur la mise à disposition de données, faute de quoi c'est en réalité elles et les réseaux de soins qui ont été derrière remis en question et parce qu'on ne voit pas quel est leur rôle. Je partage, on apprend la communication. Daniel, tu as un mot à ajouter? Pardon, j'ai pris le... Non, tout juste pour dire en fait que je voulais remercier Monsieur Tripodi de nous partager toutes ces expériences. Merci à vous. Merci à vous. Et je suis en fait
Je pense que je vais passer pas mal de temps à analyser le marché. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Et puis, à bientôt. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.